Donc, je voudrais commencer par remercier Antonio d'avoir eu l'idée d'organiser cette table ronde, ce qui me donne enfin la chance de venir vous parler du merveilleux monde des Twilight. Ça faisait longtemps que je me cherchais une excuse pour me plonger dans la série Twilight sans que ma fierté académique en souffre trop et sans avoir l'air d'une fanatique de vampires finie. Ce que je suis probablement, mais il y a quand même une différence entre l'affirmer dans le cadre d'une journée d'études comme celle-ci et se promener dans les couloirs de l'UQAM avec un cut-out géant de Dracula. Ceci étant dit, malgré tout, soyons francs, sur l'échelle des plaisirs coupables, la série Twilight n'est actuellement pas bien loin du sommet. Je vous rassure cependant tout de suite, je suis pas venu avec l'intention de vous faire subir une analyse discursive approfondie des crises existentielles adolescentes interminables des personnages de Stephenie Meyer. Sans vouloir nier le fait qu'il y aurait probablement beaucoup à dire sur le sujet dans un autre contexte. Mais comme le titre de ma présentation l'indique, ce sont plutôt la réception de la série Twilight auprès des adolescents et des jeunes adultes, ainsi que la culture Twihard qui m'intéresse. Plus précisément, j'aimerais interroger la façon dont la série Twilight informe les comportements relationnels amoureux et sexuels des Twihards, et parallèlement, analyser en quoi cela nous renseigne sur le changement de la fonction sociale du vampire dans Twilight par rapport aux vampires plus classiques. Soyez avertis, il y a du Gilles Lipovetsky, et non pas du Freud dans ce cas-ci, en perspective. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un Twihard? La définition du Twihard varie en fonction de celui qui l'énonce. De façon générale, elle dépend du niveau de tolérance de l'énonciateur par rapport au phénomène Twilight. Donc, êtes-vous capable ou non de lire un livre de Stephenie Meyer jusqu'au bout et à partir de quel moment l'inexpressivité épique de l'actrice Kristen Stewart vous donne-t-elle envie de jeter votre lecteur DVD par la fenêtre? On se doute ici qu'il n'existe pas de définition officielle ou académique du Twihard. Selon le Yoban Dictionary, une des meilleures sources de culture pop sur le web, les Twihards sont définis tantôt comme des stupid, obsessive people, mostly teenage girls, who are in love with fictional characters and wouldn't know a good book if it punched them in the face. Ou comme des individus that will more than likely take extreme and hostile actions towards any other individual that either has no interest in the Twilight series or believes it to be a collection of filth on paper that could have been used for a better purpose, such as wiping one's bum. Vous devinerez que les auteurs de ces définitions, pauvres choux, n'aiment probablement pas les livres de Stephenie Meyer. Plus simplement, il s'agit de ma définition favorite. Les Twihards sont des individus who are over-obsessed with Twilight and want their boyfriends to sparkle. Blague à part, l'expression Twihard est née de la contraction de Die Hard pour Die Hard Fan et Twilight. Il y en a de tous les âges et de tous les genres, mais ce sont généralement des filles et des jeunes femmes âgées de 17 à 25 ans qui disposent d'une certaine liberté économique leur permettant d'assumer leur passion dévorante pour Twilight. Le Twihard diffère en cela du simple Twilighter, qui avoue être un fan de Twilight sans que cet intérêt ne relève de l'obsession. Les Twihards se manifestent essentiellement sur des sites comme 43 Things ou MLIT pour My Life is Twilight. 43 Things est un site de croissance personnelle et de partage de témoignages plutôt général. On peut y trouver des trucs sur comment arrêter de fumer, des témoignages édifiants laissés par des personnes ayant conquis leur peur ou réalisé leur rêve de faire le tour du monde à vélo. De la même façon que quelqu'un peut y partager son désir de se mettre à faire du yoga, le Twihard s'y affiche en disant qu'il souhaite épouser un vampire comme Edward Cullen, objectif de vie parmi d'autres. MLIT, le deuxième site web que j'ai mentionné, reprend quant à lui l'esthétique de FML, Fuck My Life, ou MLIA, My Life is Average. Les gens y déposent des courts témoignages pour exprimer à quel point leur vie est Twilight, et les autres visiteurs peuvent voter pour déterminer si c'est réellement Twilightien ou si ça manque de Twilight. Dans la section des commentaires, chaque entrée est d'ailleurs l'objet de débats animés parmi les membres de la communauté Twihard, personne ne s'entendant jamais vraiment sur la définition du véritable fan de Twilight. Ces espaces virtuels où se retrouvent les Twihards ont la particularité d'être à des lieux des sites gothiques classiques. Teintes claires, imagerie dénuée de toute chauve-souris, croix ou sang dégoulinant en gif animé, absence d'emprunt à l'esthétique S&M omniprésente dans les autres sphères de la sous-culture goth, Twihards et gothiques ne communiquent pas entre eux. Chacun dispose de ses propres territoires et de ses propres symboles que l'autre ne partage pas. Sur VCMB, les Vampire Community Message Boards, Vampire Personal, Sanguinarius.org ou Black Swan Haven, lieu par excellence des échanges entre gothiques convaincus, sanguinaires et d'honneur, vous ne trouverez aucune trace des Twihards.
Apparemment, les fans d'Edward Cullen répugnent à offrir leur sang et plus ses affinités aux premiers sanguinaires venus ou à se soumettre à la culture du maître-disciple très présente chez les autres Goths. Pas de corset de vinyle ni de cuissard de vernis au pays de Stephanie Meyer. Ce qui amène la fameuse question. Quels sont les comportements relationnels et amoureux des Twihards? Que font-ils entre eux et que font-ils aux autres? Les livres... C'est très important. Les livres de Stephanie Meyer prônent ouvertement l'abstinence jusqu'au mariage, en accord avec la foi mormone pratiquante de l'auteur, mais cela ne signifie pas du tout que la série Twilight n'ait aucune influence sur l'imaginaire érotique de ses fans ou que ceux-ci, à l'image de leurs héros, soient entièrement convaincus de la nécessité d'attendre le mariage avant de se commettre dans des relations charnelles, ou, incidemment, que les relations charnelles soient les seules voies d'accès à un érotisme twilightien. Parenthèse, Stephanie Meyer le démontre d'ailleurs brillamment dans sa mise en scène de l'étrange ballet d'évitement entre Edward Cullen et Bella Swan. Jamais le désir et l'imaginaire érotique ne fonctionnent aussi bien que lorsqu'ils sont privés de leur ultime objet. Pour le plaisir, on ne l'a pas encore fait jusqu'à maintenant, et pour ceux qui n'auraient pas lu un seul livre de la série ni vu aucun des films, quelques extraits du premier livre. That night, Edward starred in my dreams, as usual. However, the climate of my unconsciousness had changed. It thrilled with the same electricity that had charged the afternoon, and I tossed and turned restlessly, waking often. It was only in the early hours of the morning that I finally sank into an exhausted, dreamless sleep. Plus loin, lorsqu'Edward et Bella sont en train de regarder un film dans un cours de biologie, Attention. As soon as the room was dark, there was the same electric spark, the same restless craving to stretch my hand across the short space and touch his cold skin as yesterday. I leaned forward on the table, resting my chin on my folded arms, my hidden fingers gripping the table's edge as I fought to ignore the irrational longing that unsettled me. I didn't look at him, afraid if he was looking at me, it would only make self-control that much harder. I sincerely tried to watch the movie, but at the end of the hour, had no idea what I'd just seen. Le désir se construit sur le mode du manque et de l'attente. Comme nous le rappelle la célèbre formule d'Oscar Wilde, le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder, ce que Stephanie Meyer évite à tout prix de faire, laissant ses personnages se languir l'un de l'autre encore et encore. Fin de la parenthèse. Donc, pour cerner les pratiques des Twihards, je me suis amusée avec le site MLIT, My Life is Twilight. J'ai lu facilement les 3/4 des 1594 entrées publiées depuis la création du site jusqu'à sa fermeture. Le site est toujours en ligne, mais ses créateurs ont cessé de traiter les nouvelles soumissions depuis octobre 2010. Donc, j'en ai extrait une espèce de best-of que j'ai analysé en fonction des thèmes abordés, des relations et pratiques décrites, des imaginaires érotiques déployés, etc. Cette analyse m'a amené à faire 3 constatations qui correspondent aux 3 articulations permettant de comprendre le glissement de la fonction sociale du vampire que j'évoquais au début de ma présentation. Donc, première constatation, l'imaginaire érotique des Twihards ne semble pas se fixer sur des détails spécifiquement vampiriques. Dans une série comme True Blood, la morsure et le don de sang remplissent des fonctions érotiques évidentes. Traditionnellement, la morsure du vampire, par laquelle il impose sa puissance sur sa victime ou sur son partenaire, dans des versions plus contemporaines, possède une charge sexuelle indéniable. Mais tout ce pan de la culture vampirique est évacué par Stephanie Meyer. La morsure du vampire twilightien est venimeuse, extrêmement dangereuse, et entraîne la métamorphose de la victime en vampire au terme de 3 jours de souffrance atroce. Cette représentation de la morsure vampirique chez Stephanie Meyer a probablement beaucoup à voir avec l'association sexe-morsure dans la culture vampirique et la prise de position de l'auteur en faveur de l'abstinence avant le mariage. Un vampire twilightien mordant un humain dont il n'est pas absolument amoureux ou auquel ne se sent pas profondément lié par un engagement responsable sera d'ailleurs, dans la majorité des cas, incapable d'arrêter de boire après avoir infligé sa morsure, plongeant dans une sorte de frénésie vampirique entraînant la mort de sa victime. Pour résumer, il est toujours préférable de se fréquenter chastement pendant quelques années avant de passer à l'acte pour s'assurer de faire le bon choix et d'être entièrement prêt à en assumer les conséquences. Mais au-delà de ces considérations morales et techniques, il n'en demeure pas moins que l'imaginaire érotique des Twihards se déplace en conséquence vers les objets les plus étrangement dénués de connotations vampiriques. Dans les entrées de MLIT que j'ai analysées, les Twihards parlent de chaises en plastique, scintillantes et dorées comme les yeux d'Edward Cullen, de congélateurs rappelant le souffre-froid des vampires, de fenêtres glacées qu'on embrasse en s'imaginant embrasser Edward. Ça n'est pas tout. Aussi de crème glacée et de neige brillant au soleil ou de la rosée sur l'herbe.
tout ce qui est froid et scintillant à la cote, ce qui donne lieu à des confessions pour le moins surprenantes. Par exemple, Today I found myself really attracted to a slab of marble because it reminded me of Robert Pattinson's face when he's dressed as Edward Cullen. Les attributs de Attention, là c'est le moment fou rire, désolé. Ok, sérieusement. Les attributs de prédateur du vampire sont délaissés au profit d'attributs généraux plutôt inoffensifs et relativement désincarnés. Si aucun individu froid et scintillant n'est immédiatement disponible, l'imagination érotique du Twilight se contente facilement d'un bout de comptoir en marbre. Edward Cullen a d'ailleurs beaucoup de difficultés à se tailler une place en tant que monstre parmi les autres vampires qui occupent la culture populaire. Sur Internet, dans les sites de mèmes, Edward est représenté tour à tour comme se faisant ridiculiser par Dracula, Lestat de Lyoncourt, les frères Salvatore, Spike, Blade, Nosferatu, aussi It could save your life. la bande de Lost Boys, etc. That's perfect. On l'accuse d'être faible, pédophile, homosexuel, ce qui, sur Internet et ailleurs, remplit malheureusement encore souvent une fonction d'insulte, et de faire... Je l'aime beaucoup, celle-là. Bref, on l'accuse de faire honte à son espèce, grosso modo. Si on pouvait se fier aux différentes récupérations et représentations des vampires sur Internet pour établir quelque chose comme une hiérarchie vampirique, Edward Cullen serait sûrement le dernier des derniers, son identité même de vampire étant constamment remise en cause. À quelque part, il ne présente pas suffisamment de caractéristiques perçues comme vampiriques pour être pris au sérieux. Même le Count Von Count de Sesame Street est considéré comme plus vampirique que lui. Comme même à le répéter les ennemis des Twihards, Real vampires don't sparkle. Deuxième constatation dans un tout autre ordre d'idée, la passion des Twihards les rend le plus souvent misérables. Les Twihards souffrent immensément de ne pas être aimés par Edward et s'en plaignent abondamment. Ce manque incommensurable transforme la vie du Twihard en véritable chemin de croix où la lecture des livres, le visionnement des films et même les rêves sont source d'une douleur infinie. Quelques exemples, toujours tirés de MLIT, ici après avoir rêvé d'Edward. When I realized it was a dream, I couldn't stop myself from crying. Ou encore, I woke up crying, screaming, Edward, Edward. Ici, suite à la lecture des livres ou au visionnement des films, I saw New Moon for the 13th time on Friday. When I got home, I cried for 8 hours and I didn't eat for a few days. Needless to say, I love Edward Cullen more than anything in the world. Ou, I finished the books in 7.5 hours, then proceeded to cry because I so badly wanted my life to be like Bella Swan's and I really wanted an Edward for myself. Et encore, I sat at my window staring out with a blank expression on my face, except I was crying because I felt like a hole was ripped through my chest. I felt like Edward left me. Et quelques cas plus désespérés, today I realized that I can't go to sleep without seeing a picture of Robert shirtless on the set of New Moon. If not, I will cry and scream myself to sleep, no kidding. Et ma dernière, whenever I answer the phone, I say, Edward, I want to die whenever it's not him. On serait tenté de dire... Donc, on serait tenté de dire que l'obsession des Twihards relève en quelque sorte d'un certain masochisme, mais je crois que la situation est quand même plus complexe. Les mécanismes identitaires qui entrent en jeu dans la construction de l'obsession Twihard ne dépendent pas de cette souffrance, ce sur quoi je vais revenir d'ici la fin de mon intervention. La douleur en demeure un indice, mais elle est elle-même accessoire, comme le résume l'auteur de l'entrée numéro 48044. Life would be so much easier if I weren't in love with him, but I can't help it. Quand même, on peut retenir que le motif relationnel prend le plus souvent le pas sur l'imaginaire vampirique comme tel. Je penserais, comme le disait justement Antonio, je placerais la pensée Twihard davantage du côté des rêvasseries romantiques, autrement dit, rêver de susciter chez un vampire un sentiment d'attachement tel que celui suscité par Bella chez Edward, que du côté des fixations érotiques au sens large, c'est-à-dire rêver d'être soumis physiquement aux mêmes actes qu'Edward, en sa qualité de vampire, peut faire subir à Bella.
Troisième constatation, en lien avec la deuxième, même si la plupart des Tryhards souffrent langoureusement de ne pas être aimés par Edward, il y en a quelques-uns qui ont une attitude plus proactive. J'ai déjà parlé de ceux qui étaient attirés par les comptoirs de marbre et les grandes étendues neigeuses, mais d'autres Tryhards, peut-être un peu moins originaux, utilisent un matériau un peu plus humain pour donner forme à leur idéal twilightien. Donc, en marge de la douleur infinie du manque ressenti par les Tryhards, on retrouve aussi la souffrance plus ordinaire du ridicule auquel sont soumis leurs petits amis. Si on se fie aux confessions recueillies sur MLIT, la liste des exigences des Tryhards envers leurs partenaires est en effet pour le moins amusante, à défaut d'être réellement surprenante. Les petits amis sont couverts de brillants, en poudre, en crème, en gel pendant leur sommeil, avec ou sans leur consentement. On leur ordonne de se rouler dans la neige ou de rester pendant de longues minutes dans des congélateurs industriels. Ou de rester dans des congélateurs industriels pour abaisser leur température corporelle. Ils doivent apprendre les répliques des films pour faire les mêmes compliments qu'Edward. On attend d'eux qu'ils restent éveillés la nuit pour observer leur partenaire dormir, ce qui, pour le Tryhard, n'est nullement creepy, mais éminemment romantique. Ils doivent accepter d'être renommés, car tous les petits amis finissent un jour par s'appeler Edward. Il y en a même un qui a dû changer légalement de nom avant de pouvoir coucher avec sa copine Tryhard. Ainsi, au lieu de garder de la gomme à mâcher sous la main pour les baisers passionnés, le Tryhard exige plutôt que son partenaire suce des morceaux de glace. Le fond de teint blanc devient de même un essentiel pour les rendez-vous galants et la coloration capillaire est un incontournable pour arborer la bonne nuance d'auburn. Les petits amis des Tryhards sont plus ou moins réduits à l'état de choses, de jouets dont la valeur dépend de leur ressemblance physique relative à Edward Cullen. Je cite ici une entrée particulièrement savoureuse de MLIT. My best friend decided that for Christmas, she's going to give me Edward Cullen. How? She's going to put body glitter on my boyfriend and dress him up like Edward. I think it's the best gift I will ever get in my life. Mais il ne s'agit pas là d'un simple jeu pour pimenter une relation déjà solide. Même le plus docile des petits amis ne peut être à la hauteur des exigences d'une véritable Tryhard. S'il refuse de se plier aux demandes de sa partenaire, il est largué. S'il accepte, le produit final ne fait souvent que souligner ses imperfections par rapport à l'idéal souhaité et il est encore une fois largué. Les petits amis sont les grands perdants de l'aventure Twilight. Quelques exemples. Today, my ex-boyfriend threw my Twilight books across the room. He was still my boyfriend before that. Ou encore, I'm seriously considering breaking up with my boyfriend of 4 years because I want to be loved the way Edward loved Bella. Does that even exist anymore? On touche ici au cœur du problème. Les Tryhards ne veulent pas de quelqu'un capable d'incarner certains aspects fantasmés de la créature vampirique. Il ne suffit pas de scintiller au soleil, d'avoir la peau froide ou de ne pas dormir la nuit. Le vampire twilightien n'incarne pas un ensemble de fantasmes détachables, mais lui-même l'unique objet du fantasme de par sa seule qualité de vampire, ce qui place même le sanguinaire de la communauté gothique totalement hors jeu, comme le montre ce témoignage. Today my boyfriend bit me, I did not turn into a vampire, so I dumped him. Le Tryhard revendique son droit au vampire et tout substitut humain ne sera jamais que cela, une blague, une pâle copie, un morceau de tofu nature quand on rêve en fait de roast beef saignant. L'humanité du petit ami ordinaire incarne l'injustice suprême face à la supposée singularité absolue de l'individu qui réclame de la rareté. Ma proposition, Twilight s'adresse à la première génération véritablement née à l'ère du vide, pour reprendre l'expression de Gilles Lipovetsky, c'est-à-dire élevée à 100% par des parents eux-mêmes issus de l'ère du vide, sans aucune interférence. Les Tryhards aspirent à l'absolue distinction et n'entretiennent aucune solidarité avec les générations précédentes ou à venir. Le sens même de la mutation sociale relevée par Lipovetsky et vécu en quelque sorte sous le signe de la perte est aujourd'hui totalement évacué. Il n'en reste que les effets. Je cite un passage de l'ère du vide. L'idéal moderne de subordination de l'individu aux règles rationnelles collectives a été pulvérisé. Le procès de personnalisation a promu et incarné massivement une valeur fondamentale, celle de l'accomplissement personnel, celle du respect de la singularité subjective, de la personnalité incomparable, quelles que soient par ailleurs les nouvelles formes de contrôle et d'homogénéisation qui sont réalisées simultanément. Nous ne sommes plus dans l'équation vampire égale sexe égale danger. Le vampire twilightien n'a plus une valeur de menace sociale et n'a conséquemment plus besoin de son statut de monstre. C'est cette réalité, cette mutation du vampire qui se reflète partout dans la culture Tryhard. Avant, l'érotisation du vampire est un signe de sa monstruosité. Il représentait la menace par excellence par rapport au lien social, à la communauté qu'il avait le pouvoir de défaire.
Le vampire était une menace s'attaquant aux figures isolées, mais que l'on affrontait en groupe. Il tirait sa valeur symbolique de sa capacité à confronter les valeurs de la communauté. Aujourd'hui, le vampire twilightien acquiert sa valeur symbolique non pas à cause de sa monstruosité, mais à cause de sa valeur de rareté, d'où le droit au vampire, le droit à l'unique que j'invoquais plus tôt. Le vampire est un objet de désir en tant que confirmation de singularité absolue de celui qui le détient. Le désespoir avec lequel les Twihards revendiquent ce droit, maltraitant leurs petits amis et pleurant devant l'injustice de ne pas avoir le propre vampire personnel, est le symptôme de l'effacement pratique de la priorité de l'ensemble au profit de la recherche de la singularité individuelle. D'ailleurs, l'abstinence d'Edward avant le mariage me semble répondre de cette logique de confirmation de la singularité de l'individu. Si le vampire classique est une menace récurrente qui amène à combattre toujours ensemble, le vampire twilightien n'est destiné qu'à un seul individu et permet à celui qui le possède de dire « moi et moi seul ». Bref, le vampire twilightien participe à l'imaginaire érotique, oui, mais pas en tant que monstre ni en tant que vampire. Edward est simplement un accessoire unique que rêve de porter tout Twilight. Donc, est-ce que les vampires de Twilight sont des vampires? Techniquement, oui. Symboliquement, par contre, leur non-monstruosité nous force à revoir notre définition de la fonction sociale du vampire avant et après le tournant narcissique. Voilà.